Bienvenue sur le podcast traditionnel, le podcast qui tente d'aider les couples à placer le curseur entre vie familiale, vie de couple, équilibre financier et professionnel, mais surtout à rester alignés avec leurs valeurs. L'objectif assumé de ce podcast est de remettre en lumière et au goût du jour le modèle familial traditionnel, accusé d'être à l'origine de tous les maux, alors qu'il devrait nous évoquer avant toute chose l'amour inconditionnel, l'entraide et le partage. Nous avons tous besoin d'une famille. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui comme hier, lorsqu'elle manque ou qu'elle est dysfonctionnelle, pour utiliser un terme à la mode, c'est toujours la blessure mère de toutes les autres. Ces femmes et ces hommes que vous allez entendre au fil de ces épisodes ont choisi de placer la famille au cœur de leur vie comme un ancrage immuable autour duquel s'articule tout le reste. Là où on nous enjoint à ne capitaliser que sur nous-mêmes, à constamment assurer nos arrières, y compris contre notre conjoint, parfois même aux dépens de nos enfants. Le but n'est pas de culpabiliser qui que ce soit, que vous travaillez ou que vous soyez au foyer, que vous soyez en couple ou célibataire, parents ou non, tout le monde peut se retrouver dans les histoires que vous allez entendre ou nourrir ses propres réflexions. Je m'appelle Alicia, je suis une épouse et une mère comblée, et je vous souhaite la bienvenue sur Traditionnel. Aujourd'hui, je reçois Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, merci d'avoir accepté de venir nous rencontrer et nous raconter ton histoire dans Traditionnel. Tu es photographe, tu es spécialisée dans les portraits de famille, de grossesse et de naissance. Tu es mariée, maman d'une petite fille de 2 ans et demi, et tu as fondé ton propre studio M-Art Photographie en 2020. C'est ça. J'ai eu la chance de faire 2 séances photo avec toi, et ce qui m'a donné envie de t'interviewer, c'est que je me suis rendu compte que ton métier, c'est bien plus que des simples prises de vue. C'est une manière de raconter les gens à travers la lumière, les gestes et les liens. Oh, c'est mignon. C'est vrai. Et j'avais envie qu'on prenne le temps donc de parler de ton chemin de photographe, de ton quotidien de mère et de femme exerçant un métier passion, et de l'équilibre que tu as construit au fil du temps entre ta vie pro et ta vie familiale. J'aimerais aussi qu'on questionne ensemble ce que la photo de famille dit de nous aujourd'hui, ce qu'on cherche à capturer, à garder, à transmettre, et ce qu'on veut raconter à travers ces images. Tout un programme. Allez, go. Marie, est-ce que tu peux nous raconter comment la photo est entrée dans ta vie? Alors, la photo, elle est entrée dans ma vie quand je suis partie à l'étranger. En fait, quand j'avais 25 ans, j'ai tout plaqué, mon ex, l'appart, absolument tout pour partir à l'étranger. Donc, et à ce moment-là, ma mère m'a offert mon premier réflexe. Parce qu'avant, je faisais de la photo, mais rien de comparable avec ce qui s'est passé après. Elle m'offre ce réflexe et pendant quasiment 2 ans et demi, j'ai shooté, pas tous les jours, mais presque en fait. Voyage. En voyage, voilà. Je suis partie 1 an en Australie, 3 mois en Nouvelle-Zélande, j'ai vécu 8 mois en Guadeloupe, et puis après j'ai fait plein d'autres... j'ai fait la Thaïlande, l'Inde pendant 2 mois. Enfin voilà, j'ai vadrouillé, j'ai fait 11 pays pendant 2 ans et demi. Ok. Alors évidemment, au début, j'ai commencé par tout ce qui était paysage. Et très très vite, en Australie, j'ai acheté mon premier téléobjectif et je savais que c'était les gens. Moi, je voulais photographier les gens. En fait, sur les paysages, je trouvais ça très joli. Très compliqué, par contre, de retransmettre l'émotion d'un paysage quand on n'y est pas. Parce qu'il y a des choses qui sont imperceptibles. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Et il manquait quelque chose pour moi à ce tableau-là et c'était clairement l'humain, quoi. Donc, j'ai acheté un téléobjectif. En Australie, je me souviens, j'ai été dans la boutique, je parlais pas beaucoup anglais. Ouais. Donc j'étais là avec mon Google Traduction. Moi, je veux faire ce type de photo. C'est galère parce que c'est hyper technique. Ouais. Ah, mais ouais. Le gars, en fait, le vendeur, il essayait de me comprendre et donc je lui montrais des photos. Je lui disais, moi, je veux me cacher, je veux pas que les gens me voient. Donc j'ai acheté mon premier téléobjectif comme ça. Et en effet, j'allais me cacher sur des rooftops et je prenais des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Donc c'était des moments de vie. Et très très vite, ça a été les enfants. D'accord. En fait, ça a été un cheminement, tu vois, le paysage, les gens et puis les enfants. Ouais, parce que toi, donc quand on s'est rencontrés, c'était sur des événements pro, et au début, on va dire que tu étais un peu photographe généraliste. Ouais, touche à tout. Tu faisais du pro, tu faisais... Ouais. T'en fais toujours? Tu fais toujours du... Je fais toujours du pro, je communique pas beaucoup dessus, mais je fais toujours du pro, des portraits pro, du reportage d'entreprise, mais très très peu, finalement. Ouais. Moi, les gens vont plus venir me chercher pour du portrait. D'accord, voilà. Ok. Et tant mieux. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de te consacrer à ces photos de famille, de grossesse, de naissance? Est-ce qu'il y a un moment ou une séance où tu t'es dit c'est bon, c'est ça que je veux faire? En fait, quand j'étais en voyage, pendant quasiment 2 ans et demi, j'ai tenu un carnet. Donc j'écrivais vraiment tous les jours ce qui se passait.
et simultanément, donc je prenais ces photos. Sauf qu'en fait, quand je suis rentrée, très concrètement, je me suis rendu compte qu'avec une photo, je pouvais d'un seul coup me téléporter sur le moment. La lecture, là, il aurait fallu que je parcours absolument tout mon carnet, 2 ans et demi, t'imagines bien le délire. Et la photo, en fait, je la sors et d'un seul coup, j'avais tout, tu vois. Et là, je me suis dit, à ces moments-là. C'est ça, en fait, tu vois, c'est magique, la photo. Donc, la première chose, ça a été ça, où je me suis dit, ok, moi, je veux faire de la photo. Quand je suis rentrée en France, j'ai commencé par faire beaucoup de photos à l'extérieur. En fait, mes potes, je les ai emmenés sur des... Je les ai fait se déguiser en esclaves devant le centre financier de Montluel. En fait, j'étais très, très, très engagée à l'époque. J'étais chez Greenpeace et compagnie, tu vois. Je faisais des photos sociétales. Et en fait, à un moment donné, j'ai été bloquée par la technique à l'extérieur. Donc, je me suis formée en studio en Suisse avec un gars que j'ai connu par hasard, vraiment par hasard, parce que je mettais mes photos sur un groupe de Facebook à l'époque où en fait t'as de la critique des autres photographes. Souvent c'est de la critique qui est juste malsaine et ça sert à rien, mais t'as des photographes qui viennent t'apporter des vraies critiques constructives. Et il y a un mec, entre autres, Stéphane Finot, qui était je savais pas qu'il était en Suisse parce que c'était un groupe où ça parlait beaucoup anglais et tout. Enfin bon bref, il commentait toujours mes photos. Et c'était toujours très constructif, donc j'ai évolué grâce déjà à ces commentaires. Et un jour, je lui ai dit, c'est con que tu sois pas en France, parce que je viendrais me former chez toi. Et il m'a dit, mais non, mais je suis en Suisse, en fait. Et ce mec, j'ai eu une chance inouïe, parce que j'ai pu être formée au studio. Il m'a formée gratuitement au studio chez lui, j'étais logée gratuitement chez lui. Ah ouais. Il avait fait, en fait, c'est quelqu'un qui avait... fait fortune déjà dans l'immobilier, il avait un appart à dispo, donc j'allais loger dans l'appart à dispo et je shootais, il me formait en fait dans son studio. Ouais, c'était ouf. Tout ça gratuitement. Ouf, ouais. Génial. Ouf, et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, donc c'est la photo que je veux faire, et en studio. Et grossesse et naissance, comment c'est venu Parce que, attends, lui, il photographiait lui, pas forcément, c'était pas forcément... Absolument pas. D'accord, Pas du tout, il faisait pas du tout les enfants, rien du tout. Lui, c'est un photographe mode. D'accord, il est payé par des marques et en fait, voilà. Mais il photographiait des gens. On va dire qu'il t'a amené aussi sur les gens. Ouais. Voilà, ok. Les gens et surtout la technique et ce qui a été surtout incroyable, enfin, il y a un moment où il m'a fait faire un blackout, tu vois, par exemple, sur mon boîtier. Go, on met le boîtier en blackout, donc là, tu peux prendre ta photo, mais l'image est complètement noire, et en fait, au fur et à mesure, t'amènes un flash, un deuxième flash. Je me souviens, pour cette scène, on utilisait un mannequin, donc on a positionné un mannequin, et en clair, à la fin, tu vois un mannequin qui est genre dans une ruelle, enfin, tu peux imaginer dans les ruelles, avec de la fumée qui sort d'une bouche d'égout, et tu viens de peindre une scène avec juste avec ton boîtier, des flashs et un peu d'imagination. Et en fait, là, je me suis dit, mais oui, je veux faire ça, moi, tu vois, c'est clairement ce que je veux faire, quoi. Je veux recréer des scènes. Des scènes. Je veux que ce qu'il y a dans ma... Je veux réussir à recréer ce qu'il y a dans ma tête, voilà. C'est comme ça que c'est venu, tout simplement. Enfin, tout simplement. Ouais. Et après, la grossesse, c'est une pote qui m'a dit, est-ce que tu peux me dépanner pour faire des photos de grossesse ? Franchement, au départ, j'étais pas si emballée que ça, mais je l'ai fait quand même. Et en fait, ce qui m'a fait palpiter pour les photos de grossesse, ça a été toute la psychologie autour de la maman. Voilà. En fait, ça a été de... y a pas un moment aussi... Comment je pourrais expliquer ça ? Arrivée, en fait, elle avait pris beaucoup de poids. Elle se posait beaucoup de questions par rapport à sa grossesse. Est-ce que je vais être une bonne maman ? Est-ce que d'un seul coup... C'est l'introspection pure et dure, en fait, la grossesse. C'est le moment de ta vie qui va te chambouler à jamais, tu vois. Enfin, grossièrement, moi, je le perçois comme ça, la grossesse. Et en fait, quand elle a vu les photos et qu'elle m'a dit « Je me trouve canon, j'ai passé un bon moment, etc. » Je me suis dit « Ok, donc du coup, photo, studio et grossesse. » Et la naissance... C'est venu après parce que j'ai un feeling de fou avec les bébés. Ça a toujours été comme ça. J'ai un feeling... les bébés, je kiffe les enfants et je pense qu'ils le ressentent. Et du coup, ça match tout le temps, quoi, tu vois. Ouais, voilà. C'est vrai, je me rappelle être venue te voir. Alors, j'ai dit j'avais fait 2 séances. Mais par contre, je suis venue te voir une fois pour faire des photos. Je sais pas si tu te souviens, avec ma fille, pour faire des photos d'identité. Elle était tout bébé. Ah, ça, c'est un plan aussi, hein, de faire des photos d'identité d'un bébé pour un passeport. Et je me rappelle, mais ça t'a pris 2 secondes, quoi. Ouais, après, en fait, il incroyable. faut réussir à capter l'attention directe. En fait, avec les nouveau-nés, pour moi, il n'y a pas de secret. Les nouveau-nés, c'est soit tu les kiffes, ils vont le sentir et ça va bien se passer. Et les enfants, il n'y a pas plus pur que les enfants.
Tu vois, c'est très cash. Et moi, je suis un peu comme ça aussi. Je suis très, très cash. Je pense que quand je suis avec un enfant de 5 ans, d'un seul coup, j'ai 5 ans. Donc, ça match, tu vois. Je joue avec. Il n'y a pas de faux semblants, etc. Et du coup, bah pareil, ça match, quoi. Et du coup, c'est devenu vraiment ton univers. Exactement. Aujourd'hui, tu fais quasiment que ça. Bah ouais. Quasiment que. C'est grossesse. Enfin, c'est famille. Grossesse, naissance, bambin, smash de cake, les photos de famille, les gros portraits de photos de famille avec 15 personnes en studio. Ouais, tu fais des photos intergénérationnelles aussi, j'ai vu ça, j'adore. Ah bah ça, moi j'adore quand je reçois une famille de 15 personnes où tu décortiques, là d'un seul coup tu prends la grand-mère avec le tout dernier, enfin voilà, faut décortiquer un petit peu. Les mariages, cette année par exemple, j'en ai accepté qu'un seul, tu vois, au fur et à mesure j'arrête. Je vais arrêter aussi les baptêmes, même si ça fait partie de la famille, ça j'arrête pour d'autres raisons, parce que pour moi ça me stresse trop d'avoir une date déterminée 1 voire 2 ans à l'avance. Ça veut dire que je peux pas être malade, je peux pas tomber enceinte, je peux pas, tu vois. Ok. Voilà. Oui, c'est vrai que quand tu fais du mariage, quand ton photographe il te dit au dernier moment qu'il peut pas être là ou quoi, c'est source d'angoisse. Et donc j'imagine qu'à l'inverse, c'est source d'angoisse d'être une source d'angoisse aussi. Oui, exactement. Et puis au-delà de ça, moi je suis une hypersensible. Donc en fait, quand je débarque dans un mariage, j'ai toujours la boule au ventre avant d'y aller. Quand j'y arrive, je suis super bien. Mais par contre, j'absorbe. J'absorbe tout ce qui se passe dans la journée et il me faut 2 semaines pour me remettre. Tu vois, tandis qu'une séance, je sais que vraiment je peux être à fond pendant 2-3 heures. C'est d'ailleurs pour ça souvent que l'après-midi je shoote pas, c'est parce que c'est un sas de décompression pour moi. Et voilà, après j'apprends à me connaître. Ok. Et comment tu fais donc dans tes séances studio pour que chaque séance photo soit unique? Tu vois, même si tu as un style, et quand on regarde tes photos, on retrouve un style, mais c'est jamais les mêmes. Ouais. Tant mieux, je suis contente d'entendre ça, moi. Parce qu'il y a une phase de préparation avec mes clients. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une réservation, j'envoie un questionnaire de séance avec, quelles sont vos envies. Est-ce que vous avez une envie particulière, des couleurs que vous aimez, d'autres pas du tout. Envoyez-moi des photos d'inspiration. Je leur dis, vous pouvez même envoyer des photos d'inspiration d'autres photographes. Moi, je m'en fous, je veux juste savoir ce qui vous plaît. Et après, par contre, ils sont au courant que ça sera quand même dans mon univers. Voilà. Okay. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils me choisissent aussi. Oui. C'est un peu comme un tatoueur, finalement. Exactement. En fait, tu choisis un univers, tu choisis un... Ouais, c'est exactement la même chose. Après, c'est juste une manière de faire. Et puis, au final, plus j'avance et plus aussi je montre comment se passent les séances, etc. Et moi, j'ai beaucoup de facilité à mettre à l'aise les gens. Parce que, peut-être parce que, justement, je suis cash. Tu vois, il n'y a pas de... Je vais tutoyer tout de suite tous mes clients quand ils passent la porte. Je leur dis, on va se tutoyer. Okay. Et en fait, les gens sont très, très vite à l'aise, finalement. Et c'est là où j'arrive à avoir, justement, des photos uniques. C'est parce que il y aura forcément du posing, il y aura forcément des robes qui auront été portées par d'autres personnes. Mais moi, ce que je veux, c'est la personne. Donc, en fait, je vais aller la chercher au fur et à mesure. Et puis, je vais la pousser un peu dans ses retranchements. Enfin, voilà, il y aura toujours... Et puis après, je demande aussi à amener des choses très perso. Tu vois, par exemple, un voile de mariée, ça peut être détourné pour plein de choses. Ok, ouais. Ouais, tu préfères, toi, transmettre ton propre regard, ton style, ou alors tu vas quand même chercher à t'adapter. C'est un peu un travail à mi-chemin. Ouais, exactement. Ouais. C'est un travail à mi-chemin parce que du coup, si c'est pas à mi-chemin, mon client sera pas à l'aise et moi, je le serai pas. Donc, en fait, il faut que les deux soient à l'aise, sinon ça marche pas. Si on me force à faire quelque chose que j'ai pas envie, ça marchera pas, je vais te faire une photo dégueu. Enfin, je suis humaine, tu vois. C'est déjà arrivé que tu dises, je vais pas prendre cette séance photo? Ouais. Ouais? Allez, raconte-moi, ça me donne trop envie de savoir. Qu'est-ce qui peut faire que Marie ne prend pas une séance photo? J'ai déjà refusé de prendre des séances, dont une où, principalement, on me demandait de faire des choses avec un bébé, des positions où je suis pas très à l'aise avec les bébés, etc. Et là, j'ai refusé. Voilà, parce que pour moi, il y a posing et posing, et il y a des choses quand on n'est pas à l'aise de le faire avec un nouveau-né. Pourtant, ça fait longtemps que je travaille avec les nouveau-nés, faut pas le faire. Okay. C'est là où, justement, très régulièrement aussi, je dis attention de ne pas aller voir un amateur pour les nouveau-nés, parce que ça peut devenir très dangereux. Ça peut être dangereux, en fait, il y a des points qu'il ne faut pas toucher sur un nouveau-né, etc. Et quand on n'est pas à l'aise pour faire des choses, non, quoi. Oui, parce que des fois, ils sont quand même très contenus, ou des fois, on les voit sur... C'est par rapport à ça que tu là, entre autres, c'était une position où
la tête allait être très relevée. Tu sais, c'est la fameuse position comme ça, avec les deux mains en dessous. Ok. Et donc en fait, les mains qui tiennent la tête. les mains donc qui tiennent la l'enfant tête. tient sa propre Ouais. tête. Ouais, ok. Ouais, comme ça. Toutes les photos étaient un peu comme ça, pas du tout, je sais pas, j'ai pas envie de dire pas naturel, parce qu'en fait, le posing, un bébé, quand tu travailles son positionnement, c'est pas naturel aussi. Mais là, c'était too much pour moi. Tu vois, Ok. c'était Ok. too much pour moi. Mais après, j'ai déjà eu un gars qui m'a contacté pour me demander des photos nues de lui. À l'époque, je travaillais dans mon salon. Il m'a dit, oui. mais on va être tous les deux chez toi. Ah ouais, d'accord. Ok. Allez, au revoir. Voilà. Merci, mais non merci. Ou si je sens pas la personne. Là, j'ai été contactée il y a pas longtemps pour un mariage. Et en fait, la personne au téléphone, je l'ai pas du tout sentie. Ouais. En fait, j'ai prétexté que j'étais pas dispo. Alors que la date était complètement dispo. Et voilà, et j'aurais pu le faire parce que je m'étais dit, c'est la dernière année où je fais des mariages. Là, si demain on m'en propose un et qu'il me fait palpiter, bah je vais l'accepter si c'est pour cette année, quoi. Ouais. Et là, j'ai refusé parce qu'au téléphone, j'ai pas du tout senti la personne. Enfin, tu vois, quand la personne m'a demandé mes tarifs, j'ai dit mes tarifs, elle me dit oui, bon, après négociation, on verra. Enfin, ma prise de haut. Oui, wow. oui, je vois. Bah non, du coup, parce que moi, je vais passer la journée avec toi, je vais pas être bien, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est quand on rencontre des prestataires comme ça pour un mariage, les mariés sentent les prestataires ou pas, et les prestataires sentent les mariés ou pas. C'est une question d'humain aussi. Hein. Mais d'ailleurs, pour moi, c'est qu'une question d'humain. Il y a l'art, il y a tout ce que tu veux, mais c'est l'humain avant tout quand tu travailles avec des gens. Moi, si demain, je sais pas, il y a un couple qui passe le pas de la porte et qui me prennent de haut, qui me parlent mal, etc. Alors, il y a de fortes chances que je rembourse et que je leur dise, vous allez faire vos photos ailleurs. Ou il y a de très fortes chances que je me dise, je vais faire les photos, mais je vais me débarrasser du truc, quoi, tu vois. Et ça aura pas du tout la même gueule que d'autres photos. Hein. Quand on pense au portrait de famille, on pense souvent à ces grands tableaux un peu solennels, tu sais, où t'as la maman, t'as les enfants qui sont rangés en randonnion, là, autour endimanchés. J'adore, moi aussi. Je vais pas mentir, j'adore. Même les photos très posées, style les Windsor, donc la famille royale d'Angleterre, les Kennedy. Vraiment, je pense que si on dit photo de famille, moi, dans ma tête, j'ai les Kennedy. J'ai l'impression que c'est un peu les premiers qui ont glamourisé un peu la famille à travers la photo. Bon, c'est peut-être pas les premiers d'ailleurs, mais en tout cas, c'est les plus connus, j'ai l'impression. Ce besoin de s'immortaliser en famille date pas d'hier, mais aujourd'hui, on voit quand même que les séances grossesse ou naissance, elles se sont beaucoup démocratisées, par exemple, par rapport à nos parents, déjà, tu vois. Ça s'était un petit peu perdu, et puis ça revient. À ton avis, qu'est-ce que les familles viennent chercher quand elles poussent la porte de ton studio ? Est-ce que tu dirais que pour certaines familles, c'est aussi une manière de se raconter leur propre histoire, de se voir autrement et de prendre conscience de ce qu'elles construisent en fait tous les jours ? Ouais, il peut avoir différentes... En fait, c'est par rapport aux histoires de chacun. Tu vois, par exemple, je peux avoir un couple où, pour la grossesse en tout cas, ils arrivent, la future maman est tombée enceinte ultra facilement, etc. Ils arrivent en se disant, voilà, il faut qu'on immortalise le moment, qu'on s'en souvienne pour plus tard. C'est un moment aussi pour soi, parce que pour apprendre à justement apprécier son corps comme ça, parce que on change très vite de corps, la femme elle change très très vite de corps, et c'est un moment vraiment où on apprend à s'aimer tel qu'on est sur le moment. Et puis t'as aussi les histoires plus compliquées, où d'ailleurs il y en a de plus en plus, les parcours très longs, tu vois. Ouais. T'as 6 couples, franchement 6 couples sur 10, je sais pas quelles sont les stats, un jour j'irai voir, mais moi à un moment donné je me suis penchée sur la question et j'ai dit 6 couples sur 10 ils passent par des FIV et compagnie, PMA, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait. Et bon bref, et ça c'est des histoires très particulières parce que des fois, c'est 2, 3, j'ai des couples 8 ans de parcours. Et ils arrivent, et en fait, pour eux, c'est une victoire. Donc, ils viennent immortaliser tout ça, ils viennent immortaliser le parcours qu'ils ont fait aussi. Et après, c'est à toi d'absorber tout ça et d'essayer de retransmettre le plus joliment possible les choses avec beaucoup de douceur. Et d'être très doux avec eux, parce que franchement, les parcours, des fois, quand j'ai des parents qui m'expliquent, je me dis, mais c'est le parcours du combattant. Mais tu as eu une influenceuse, alors moi, je la suis pas, alors... Angie, ouais. Ouais. Qui a eu... Elle a mis longtemps à tomber enceinte, c'est ça, et finalement, elle est tombée enceinte naturellement. Ouais, exactement. Elle est partie en République tchèque, je crois, pour faire elle est partie à l'étranger pour récupérer des ovocytes et compagnie. Ça a été, un truc de fou, son parcours, et au final, pour tomber enceinte naturellement, et tant mieux pour elle. Ouais, génial. Mais j'imagine que quand tu la reçois
dans ton studio. Du coup, elle porte aussi tout le poids en fait de ce parcours qui a été un peu long. Ah bah clairement, ouais. Enfin, elle en parle énormément. Elle donne beaucoup d'informations aux jeunes femmes qui sont dans cette situation. Elle transmet beaucoup d'informations. Elle est géniale, Angie, en vrai. Elle est comme on peut la voir sur les réseaux, des fois. Enfin, voilà, les influenceuses qui ont 100 ou 150 000, ça peut être un peu... Tu peux être un peu impressionné, mais en vrai, quand tu la rencontres, elle est vraiment nature peinture. Et avec son petit, bah, tu sens qu'il y a une relation particulière. En effet, il y a une relation particulière entre chaque enfant et maman, on est d'accord. Mais quand tu as eu un parcours long, et que je vois agir, tu vois, une maman avec son enfant, elle a mis 8 ans pour l'avoir. Enfin, tu vois, parfois, c'est ultra long. Mais même moi, je chiale en séance, en fait. Ouais. J'ai des mamans souvent qui se mettent à pleurer en séance parce que je crois qu'elles réalisent même pas encore, tu vois, le délire. Ça a été tellement long qu'en fait, c'est... est-ce que c'est vraiment là? Est-ce que j'ai vraiment le droit, tu vois, à ce petit, etc. Et voilà. Et donc, il y en a qui... je suis émue rien que d'en parler. Attends. Stop. Ouais, donc c'est une manière pour eux, je pense, de marquer les choses. D'un seul coup, ça devient beaucoup plus réel. Tu vois? Ouais. Oui, je pense que je vois à peu près. Moi, j'ai pas eu de problème pour tomber enceinte, donc. Mais j'imagine. Ouais, non, heureusement que ça soit comme ça pour toutes les femmes. Exactement. Mais j'imagine que oui, c'est. Je pense que de toute façon, dans tous les cas de figure, parce que les personnes qui passent ta porte peuvent avoir des profils divers, mais en tout cas, je pense que la photo et l'art en règle générale peut venir aussi soulager soulager des choses qui sont difficiles. Tu parlais tout à l'heure d'accepter son corps et je pense que pour beaucoup de femmes, quand t'es enceinte, c'est aussi le seul moment où tu t'aimes grosse. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oh, j'ai du bide. Voilà. C'est pas grave. C'est génial, tu vois. Alors que pour beaucoup de femmes, le fait d'être bien en chair, d'être voilà, c'est quelque chose de péjoratif. Mais quand t'es enceinte, t'as le droit d'être grosse, tu vois. T'as le droit. Et t'es même fière. Ouais, et t'es même fière. Donc je pense que là on est dans ton dressing. Ton dressing, ouais, c'est ça. T'as beaucoup de choses aussi pour mettre en valeur les femmes, les hommes aussi, enfin les enfants, les familles, et du coup ça fait aussi du bien dans tous les cas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent ici aussi en studio parce que du coup il y a tout ça qui est proposé, tu sors de ta zone, tu vois. Il y a un truc, alors j'ai pas envie de parler de déguisement, mais tu sais, c'est comme quand tu mets un masque et que d'un seul coup tu fais des choses que t'aurais pas osé mettre avant, tu vois ce que je veux te dire? Et ben c'est un peu le même principe quand t'arrives dans un endroit, que t'as affaire à quelqu'un que tu connais pas, qui te met à l'aise, etc., qui t'amène sur une robe, parce que tu vois, les robes qu'on voit ici, c'est que des robes de créateurs et compagnie. Alors moi, quand on me parle de déguisement, ça me fait un peu grincer des dents vu le tarif que j'y mets. Mais en fait, j'ai pris ce comparatif parce que ça c'est clairement ça, en fait. On vient, on te met une robe que t'aurais pas l'habitude de mettre tous les jours, on te guide. Et puis finalement, on te montre une photo et tu dis putain, mais en fait, c'est moi ça. Enfin, je suis trop canon, tu vois. Et du coup, tu te prêtes au jeu. Et derrière, j'ai des femmes qui voulaient pas faire de nu, qu'on fait du nu. Moi, j'ai déjà eu, tu vois, souvent les hommes, ils font... Enfin, j'entends des fois, ils font des réflexions derrière en disant mais je suis impressionnée par ce que tu fais, ou tu vois, je pensais pas que t'allais aller jusque là, ou bah, génial. Mais moi, c'est ça que je veux entendre, en fait. Est-ce que toi, tu penses que le fait d'être maman, ça a changé ta façon de photographier les familles? Est-ce que tu comprends mieux les émotions, la fatigue, les corps, les expressions, les regards, les liens Par rapport à la fatigue, je pense que oui, parce que j'avais pas encore cette notion-là, et moi, quand je suis tombée enceinte, c'était un des trucs qui me faisait le plus peur. Tu vois, la fatigue, je suis pas quelqu'un qui est très résistante à ça. Ouais. Et je comprends où tu sais, le truc quand on dit putain, j'ai pas eu le temps de me doucher aujourd'hui, et on voit la nanette qui est chez elle avec son nourrisson, et en fait quand on n'a pas d'enfant on se dit mais attends, elle se fout de notre gueule ou... mais en vrai c'est vrai quand tu te laves les cheveux, c'est une victoire. Oui, bah oui. Voilà. Oui, alors, oui. tout ça, parce que des fois t'as des enfants, tu les poses, ils pleurent, tu vois, c'est... Ah mais oui. Enfin, et puis en fait la journée avec un nourrisson, ça passe tellement vite. Ah bah franchement vaut mieux aller au taf, hein. Ouais. Sans déconner, des fois quand il retourne, c'est toujours, je pense que c'est toujours un déchirement de laisser ton enfant. Ça c'est pour toutes les mamans pareil, et je pense que ça devrait être plus tard. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est clair et net.
Mais c'est vrai que parfois, en fait, des fois, quand tu y retournes, tu te dis, mais en fait, je suis... J'ai une vie. J'ai plus de... Mais... Ouais, puis en fait, j'ai moins fatiguée, tu vois. J'ai que moi à m'occuper. Ouais. Puis en fait, quand je dis j'ai une vie, etc., le fait d'avoir des interactions sociales avec d'autres adultes, je pense que ça aussi, ça joue dans la balance, tu vois. Parce que quand toute la journée, t'es enfermé avec ton nourrisson et que tu fais toute la journée la même chose, hein, c'est les couches, les machins, etc., tu peux le faire avec tout l'amour qui émane de toi. À un moment donné, peut-être que... tu vois, t'as besoin de te retrouver aussi un petit peu, quoi. Ouais, alors moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense que ça dit aussi quelque chose de notre société où les mamans, où les jeunes mamans sont quand même assez solitaires. Ah ouais. Et en fait, peu entourées. Alors, il y a quand même pas mal de choses aujourd'hui qui sont mises en place, tu sais, les lieux d'accueil par enfants, les choses comme ça. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le fait que toutes les femmes travaillent, ça fait que toi, par exemple, quand tu viens d'avoir ton bébé, toutes tes copines, elles travaillent. Tes sœurs, elles travaillent. Et donc, tu te retrouves vite toute seule. C'est une réalité. Et du coup, t'as l'impression que tes interactions sociales, elles passeraient par le travail, tu vois. Elles pourraient passer passer par d'autres choses. Mais rien que par à l'époque ou même dans d'autres cultures, ça se fait encore beaucoup de t'arrives avec ton bébé et c'est toute la famille qui va être là pour toi, tu vois, t'aider à faire à manger, les fameux mois d'or, tu vois. Moi je kiffe ce principe de mois d'or. La dernière fois, j'en parlais avec une cliente, elle me dit oui, mais ça ici on peut pas le faire. Ah, si. On pourrait l'organiser en fait. On peut. Je pense que du moment que la maternité et l'enfant seront un peu plus mis au centre des priorités et d'un agenda aussi collectif, je pense que ça reviendra. Ça reviendra. J'espère. Parce que ouais, parce que aujourd'hui, c'est vrai que l'enfant est beaucoup perçu comme une tare. une tare, une lourdeur en fait. C'est horrible, une lourdeur. Et du coup, voilà, pourquoi les femmes resteraient plus longtemps chez elles pour s'occuper de leur enfant? Pourquoi? Alors que l'enfant, c'est l'alpha et l'oméga d'une société. Hein. C'est ceux qui vont payer des retraites, c'est ceux qui vont donner une dynamique, donner de l'espoir. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas là. Moi, je suis toujours troublée de la manière dont on traite les nouveau-nés et les enfants. Je me dis, mais c'est les adultes de demain, les gars, calmez-vous. Enfin, tu vois, c'est comment tu veux qu'on ait un monde meilleur si les choses ne sont pas faites pour eux. Enfin, c'est la base, on le voit dans plein de choses. Hein. Enfin, là, on va pas rentrer dans le sujet, mais les écoles, je trouve qu'on a la ramasse par rapport au mode de garde. Parce qu'en fait, une nana, il faudrait qu'elle accouche, que 2 semaines après, elle ait reperdu tout le poids de grossesse, si elle pouvait retourner au taf maintenant, ce serait bien, en fait, on lui en demande beaucoup trop. Et puis à côté de ça, t'as ce gamin qui est là, qui a pas compris, qui comprend pas ce qui se passe, et qui est en effet un peu trimballé à gauche, à droite, sans trop de bienveillance. Moi, j'espère qu'à un moment donné, on se rapprochera du système des pays nordiques, où, enfin voilà, les parents, ils se posent pas de questions sur le mode de garde, parce que de toute façon, il y aura de la place pour leur enfant, qu'ils ont beaucoup plus de temps pour rester avec leur enfant sans se préoccuper. Voilà. Moi, j'espère qu'un jour, on en arrive là. Oui, puis sans faire des choses un peu... t'as l'impression que c'est des choses qui sont faites à la pelleteuse pour dire de faire quelque chose. Là, apparemment, ils vont nous sortir un congé mat où on sera obligé de prendre 3 mois chacun, obligatoire. En fait, t'as envie de dire, mais d'accord, donc en fait, au bout de 3 mois, il faut que je retourne travailler. Ah, je savais pas que plus c'était de possibilités. Je croyais que c'était apparemment, 6 mois. Ouais, c'est 6 mois, mais c'est 3 mois. Et ton conjoint doit prendre aussi 3 mois. Mais toi, au bout de 3 mois, en fait, t'es fatigué encore. Tu vois ce que je veux dire? Il faut accepter aussi qu'un bébé, quand il est tout petit, il a besoin de sa mère. C'est sûr. Bien sûr qu'il a besoin d'un papa dans sa vie. Bien sûr qu'il a besoin aussi d'avoir mais c'est elle qui l'a porté. Mais voilà, on le porte, on l'allaite. En fait, il y a un espèce de problème déjà quand l'OMS préconise de les allaiter 6 mois. Alors, les mamans qui ont envie d'allaiter, elles sont super cool. Mais en fait, au bout de 3 mois, tu vas devoir retourner au boulot. Et comment tu fais? Sachant qu'il y a plein d'endroits où tu peux pas aller tirer ton lait, c'est pas fait pour, en fait. Moi, j'ai une copine qui est prof et qui me disait je vais pas tirer mon lait en salle des profs à côté du prof de maths, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il devrait avoir une pièce à part. Oui, non, mais il y a rien qui est organisé autour, je suis bien d'accord. Je croyais que c'était 6 mois et en fait, ils voulaient pondre la loi en disant ok, du coup, le congé... parental? Non, le congé... maternité,
ok, on vous le rallonge à 6, mais par contre, il n'y a plus de congé parental. Il parlait de faire ça à un moment donné. Eh ben, c'est 3 mois, 3 mois. Mais même ça, ça non, pose... Non, mais c'était genre derrière, si tu veux prendre un congé parental, il n'y a plus. C'est-à-dire qu'on t'aide plus. Non, on t'aide plus. Ah, mais c'était ok, non. Donc 3 mois. Je croyais que c'était 3 mois en fait. 6 mois pour la maman. Et après, tu retournes bosser. Mais en vrai, c'est 3 mois, tu retournes bosser. Et de toute façon, t'auras rien après. C'est ça? Ouais. Bah oui. Okay. Et puis en fait, et ton conjoint, il prend les 3 mois, apparemment. Ah ouais. Alors que ça devrait être un choix. Oui, et puis en fait, bon. Pour de multiples raisons, parfois les hommes ne s'arrêtent pas et c'est pas grave en fait. Enfin, tu vois, je veux dire, je pense pas qu'on va faire avancer la cause des femmes en les obligeant à retourner au boulot au bout de 3 mois. Ouais. Ah oui. Voilà. Oui, c'est contre-productif. Exactement. Tu es la maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Et on l'a dit, tu es mariée. Comment tu vis cette articulation entre ton métier passion et ta vie de famille, et comment tu t'organises au quotidien pour trouver un équilibre? Alors, avant d'avoir Lilou, j'avais clairement pas d'horaire en fait. Tu vois, j'avais pas d'horaire. Le soir, je terminais très très tard, je retouchais jusqu'à 23h minuit. Le lendemain, enfin, tout était complètement décousu en fait. Hein. Je travaillais du salon aussi. Pendant des années, j'ai travaillé de mon salon. Dans plusieurs salons, d'ailleurs, dans plusieurs logements. Je me souviens. Quand on a décidé de mettre en route Lilou, pour moi, c'était clair, il fallait qu'il y ait un endroit à part du foyer, voilà. Parce que, clairement, je pouvais virer mon mari un samedi, hein. Je pouvais aller lui dire, allez, tu vas faire ci, mais tu vires pas ta gamine. Oui, non, mais c'est clair. Voilà, donc on a changé de maison, on a acheté une autre maison. On a cherché à avoir une maison avec beaucoup de terrain pour que je puisse construire le studio. Donc là, on est dans le studio, du coup. Donc ça, c'était déjà très important pour moi. Et après, les horaires. Pour moi, il était inconcevable de faire un enfant si je pouvais pas l'avoir. Voilà, tout simplement. Donc en fait, le matin, ça s'est mis en place plus ou moins naturellement. Mais le matin, c'est mon mari qui s'en occupe. Qui la réveille, etc. Qui s'en occupe la nuit aussi. C'est mon mari qui s'en occupe la nuit. Tout simplement parce que je peux pas me permettre d'être fatiguée si j'ai un shooting naissance. Tu vois, là, ce matin, j'ai eu un shooting naissance. Je porte un bébé. Et en fait, je peux pas me permettre d'être fatiguée. Donc, s'il y a des réveils dans la nuit, etc. Et ça, mon mari, il est génial là-dessus. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais c'est ma frousse de faire mal à un bébé. Donc, quand, la nuit, il faut que je me repose. Ok. C'est comme ça. Okay. C'est non négociable. Non, j'ai trop peur de faire une pépite avec un bébé. Ouais. Il faut que je sois en forme. Voilà, c'est... Donc, le matin, il s'en occupe. Cela dit, quand elle se réveille, on prend toujours 15 minutes, tous les 3, dans le lit, à faire des papouilles. On déjeune tous les 3, tous les matins. Je lui fais toujours son bisou, etc. Donc, en fait, on se presse pas du tout. Le matin, tu vois, la nounou, c'est 8h30. Vraiment, on est plutôt relax. Okay. Et le soir, je vais la chercher à 17h30 et finir le boulot. C'est terminé. Vraiment, je touche plus l'ordi. En tout cas, tant qu'elle est éveillée. Ok. Des fois, quand j'ai des grosses périodes de boulot, tu vois, en ce moment, c'est ce qui arrive souvent, j'attends qu'elle soit couchée, puis moi, je me remets un petit peu à retoucher. Mais pas très tard, parce que, je me connais aussi, il faut que j'ai mon quota de sommeil. Toujours, donc, la toujours. Fatigue, le mercredi, elle est avec moi. Ça, c'était ce que je travaille le samedi. Okay. Donc, le samedi, elle est avec son papa, le dimanche, on est à 3, et le mercredi, elle est avec moi. Voilà. Et ça a été un gros changement aussi, parce que du coup... moi, j'ai beaucoup de familles qui sont dispo le mercredi. Que ça arrange le mercredi, ouais. Mais voilà. Ok. En fait, sinon, ça me faisait... sinon, je la vois que le dimanche, donc ça me va pas du tout. Non, le mercredi, c'est bien. Et en fait, on a découpé. Un jour, je vais voir ma frangine. Donc, elle a l'habitude d'aller chez sa tata. Tu vois, on va faire des activités ensemble. Le mercredi, c'est nous deux. Ok. Voilà. Ouais, en fait, c'est mettre aussi des rituels et des... Je pense que les enfants peuvent s'adapter. Alors, je pense qu'ils peuvent pas s'adapter à un moment si on n'a pas de temps pour eux. Exactement. Ça, ils pourront jamais faire. Mais par contre, si on leur donne du temps de qualité et puis assez, normalement, ça fait. Et puis après, finalement, on prend aussi beaucoup de vacances. Là, j'ai vu, elles sont canons vos vacances. On voyage. Moi, j'adore voyager. Quand j'ai rencontré mon mari, d'ailleurs, ça a été un test. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés et peu de temps après, on est parti 1 semaine en van au Portugal. Et c'était, si on arrive à voyager ensemble, on peut passer notre vie ensemble, tu vois. Ah ouais, trop bien. Trop bien le test. Et derrière, en fait, on a toujours beaucoup voyagé tous les deux. Et la petite, des toutes petites, elle a été habituée. Elle est partie en Polynésie à 18 mois, 24 heures de trajet.
Et bah Ouais, ça va. s'est fait. Ouais. Ouais. Très bien. Ouais, non, mais puis après, c'est comme tout, en fait. Quand c'est dans une dynamique de famille, l'enfant, quand il est impliqué dans une dynamique oui. de famille, voilà, c'est... Ah bah Lilou, elle est clairement au ça centre passe. de tout ce qu'on fait. Enfin, mon mari s'organise, enfin tous les deux, on s'organise vraiment autour d'elle. Et tu vois, tout à l'heure, quand tu disais les enfants s'adaptent pas, nous, on fait partie de ces gens qui s'adaptent à Lilou. C'est-à-dire que en Polynésie, en Thaïlande ou n'importe quand on voyage, à 13h, elle sera à la sieste. Tu vois, elle a son rythme, elle mange à telle heure, à 13h, elle sera à sa sieste jusqu'à 15h. Le soir, elle est pas couchée tard, ou alors exceptionnellement. En fait, on est comme ça de partout, mais du coup, on passe limite pour les pètes bonbons, tu vois. Mais elle est au centre de tout. C'est votre non négociable. Non négociable. Voilà. Mais après, ça, c'est une dynamique aussi de famille. Ouais. Je pense qu'ils peuvent te pardonner bien des choses, les enfants, du moment que tu les inclus dans cette dynamique de famille, que tu t'adaptes, que tu acceptes aussi, toi, de changer de vie un peu aussi, tu vois. Si tu acceptes de pas changer une ligne dans ta vie... Ça sert à rien d'avoir des gamins à ce moment-là. Exactement. Ouais. Ah, mais tu peux quand même faire plein de choses. Voyager au bout du monde avec un enfant de 18 mois. Mais alors pour nous, c'était inconcevable on s'arrête de voyager, tu vois. Quand on nous a dit, ah bon, nous on nous a même posé la question, mais vous emmenez Lilou ? Bah, où veux-tu que j'aille sans elle 3 semaines ? En fait, à un moment donné, 18 mois. Ouais. D'ailleurs, en Polynésie, tu vois, sur la plage, à un moment donné, je jouais avec ma gamine, et il y a une maman qui regardait. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Enfin, il y a une femme qui regardait, et elle est venue me parler, cette femme-là. Elle m'a dit, du coup, quel âge a votre fille ? Donc je lui ai dit 18 mois. Et en fait, elle me dit, oh là là, nous, on a un enfant je crois qu'elle m'a dit 20 mois. Et en fait, on n'a pas osé l'emmener avec le trajet, l'avion, etc. Et sur le coup, je suis restée un peu bouche bée. C'est horrible parce que du coup, à ce moment-là, j'ai été un peu dans le jugement, mais je me suis dit, putain, 15 jours sans ton gamin de 20 mois, lui, ça doit lui paraître une éternité. Et objectivement, je pourrais pas partir sans ma fille, tout simplement parce que s'il lui arrive quoi que ce soit, j'ai 24 heures à faire pour retourner vers elle. Ouais. Tu vois, Ouais, toi, tu te sens absolument pas de faire... Moi, j'aurais pas passé de bonnes vacances. Toi, ça t'aurait pas non, paru plus dur de la laisser, quoi. Ouais. Tu vois ? Je comprends. Je comprends. Ah ouais, moi, j'ai jamais... C'est vrai qu'on les a jamais laissés. On a dû laisser la grande quand elle avait 2 ans. Ouais. Peut-être, tu vois, pour partir 24 heures, tu vois. Ouais. Mais j'ai énormément de mal. Après, il y a des parents qui sont plus en phase, tu vois, avec le fait de les laisser même une petite semaine, ou des fois, tu vois, même j'ai des copines où les grands-parents les prennent parce qu'ils sont loin, tu vois, une semaine. Mais après, ça, je pense que c'est chaque famille qui ça ajuste. Ça dépend de ta relation avec tes parents. Ça dépend en fait de beaucoup de critères. Mais moi, j'aimerais être capable de la laisser plus. Impossible de 3 semaines, hein, je te le dis, mais... Oui, mais même un week-end. Ouais, de partir prendre un week-end. Bah, un week-end, alors, ça peut se faire, tu vois, avec, par exemple, mes beaux-parents, mais ça s'est fait tard. Et encore tout un week-end. La première soirée où on l'a laissée, à 20h, on était en train d'appeler les beaux-parents. Le lendemain, on a été au cinéma, on a acheté une peluche pour elle, parce qu'on a pensé, tu parles... Enfin... Ouais, j'aimerais moi avoir cette capacité de laisser un petit peu plus Lilou, peut-être pour faire plus de choses avec mon mari le soir, etc. Mais encore une fois, il n'y a pas de regret, si tu veux. Il y a pas de question qui se pose en se disant... Enfin, Lilou, on l'a eu tard. Moi, j'en ai grave profité avant. Et en fait, quand elle est arrivée, c'était... tu vois, les nuits... Tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai des problèmes avec tu vois, le manque de sommeil, etc. Mais en fait, il n'y a eu aucun questionnement. C'était comme ça, tu vois. Bah ouais, elle se réveille la nuit, c'est que c'est un bébé, c'est comme ça. Si je voulais pas me réveiller la nuit, je fais pas de gamine, quoi. Tu vois. Ouais. Oui. En fait, tu vois, c'est juste limpide. Complètement. Et puis, tu vois, après, le fait aussi de les laisser, moi, je trouve que déjà, entre un premier enfant et un deuxième enfant, c'est déjà différent. Ah, peut-être. C'est déjà... T'es pas... non, mais je veux dire, en fait, c'est vrai qu'après, aussi, tu te rends compte, tu vois aussi un peu les choses différemment. Ouais. Mine de rien, le fait qu'il y a un grand frère ou une grande sœur, entre mon fils et ma fille, là aujourd'hui par nécessité, mais en fait on est en train de faire des travaux dans notre maison et ils veulent continuer à dormir ensemble, donc en fait ils dorment dans la même chambre. C'est mignon. Donc et ça mais ça, c'était un non négociable, c'était vraiment il faut que est-ce que vous voulez avoir chacun de votre chambre? Non, on continue à dormir ensemble, donc ils ont chacun leur lit et tout, mais en fait déjà le petit ça le rassure beaucoup, et forcément toi t'es déjà aussi plus rassurée, tu sais, de laisser, parce que tu sens aussi que... Oui, il est apaisé. Et puis il y a une figure. Ouais, exactement. Repère, il reste une figure de repère dans la maison. Donc, non, c'est clair. Bon, alors là, on a carrément dévié. Ouais. Non, mais trop bien.
comprendre. Là, Ok. la prochaine étape dans l'organisation, ça va être probablement à un moment donné d'arrêter le samedi pour pouvoir être à finalement 80% avec ma boîte, ce qui est plutôt joli. Mais pour ça, il va falloir que je développe autre chose. Donc en ce moment, tu vois, je développe les formations. Enfin, je développe pas les formations que pour arrêter le samedi. C'est parce que maintenant, je m'en sens capable. Ouais. Tu vois, on m'a souvent posé la question, est-ce que tu donnes des formations, la grossesse entre autres. Là maintenant je m'en sens capable, j'ai envie de transmettre aussi, enfin voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place professionnellement et puis je me dis bah du coup ça serait peut-être un levier, tu vois finalement pour pas faire plus d'argent, juste pour avoir plus de temps. Pour moi la richesse c'est le temps. Ouais. Ah bah c'est la Voilà. seule chose que je peux jamais rattraper. Ouais. Clairement je me dis bah ce que je vais pas faire le samedi, ce sera remplacé par les formations, là c'est des formations en ligne entre autres, et Ouais. puis bah du coup bah moi j'aurai 3 jours pleinement avec ma gamine quoi. Parce que ouais, bah, du coup par contre toi c'est vrai que avec ce côté famille, ça va pas être problématique de plus Eh avoir ben ni non. les mercredis ni les samedis. Et ben en fait, je me rends compte que non, Mais- parce que grossesse, très souvent, en fait, la maman, elle est arrêtée, le papa, il prend des demi-journées. Moi, Ouais. j'ai beaucoup de futurs papas qui posent une demi-journée. Naissance, ils viennent entre le 5e et le 12e jour de vie, donc tout le monde est arrêté à ce moment-là. Les papas ont 1 mois maintenant, enfin, Ouais. 6 jours. Et là où ça peut, à la limite, poser peut-être quelques problèmes, enfin, problèmes entre parenthèses, ça serait pour les photos famille ou ce genre de choses, ou peut-être que je me dirais, bah tiens, un samedi dans le mois, j'ouvre et bah là, je fais 2-3 séances dans le mois. Tu vois, Ok. mais... Ou quand tu fais tes Ou les séances un vacances. peu à thème, comme on avait fait une Ouais. séance Noël ou Ouais. voilà. Ah oui, voilà, oui. C'est les Là, seuls moments. ok. Ah bah oui, oui, là où il faut en effet ouvrir le samedi. Ok. D'ailleurs, Noël, c'est samedi-dimanche. Hein. Ouais, t'en Tu fais vois. aussi le dimanche. Ouais. Ouais. Mais c'est occasionnel. Et encore une fois, c'est parce que je l'ai choisi et que je suis pas contrainte. Mm. Donc c'est ok. Quand on fait un métier passion, on dit souvent que c'est plus difficile de décrocher parce que le travail se confond avec ce qu'on aime. Est-ce que c'est ton cas, toi? Est-ce que t'as du mal ou t'as eu du mal à décrocher? Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as eu du mal à lâcher ou au contraire, est-ce que il y a eu un moment où t'as eu un déclic et tu t'es dit là, faut que j'arrête? Je pense que le moment où j'ai eu le déclic et où j'ai dit là, il faut que je m'arrête, en tout cas, bah finalement, c'était après la naissance de Lilou. Parce que, bon, c'est normal, mais plus t'avances et plus normalement ta boîte, elle fonctionne, plus t'as de monde, etc. En fait, j'en étais arrivée au stade où vraiment j'arrivais plus du tout à gérer tout toute seule. Ça empiétait trop sur ma vie de famille, dans le sens où, bah, le stress, ça se répercutait sur ma vie de famille. Moi, j'étais un peu stressée le soir, etc. Et j'étais à la limite, je pense, à ce moment-là, du burn-out. Tu vois, il y a eu un moment donné où c'était vraiment où je me voyais. Je dis, je suis fatiguée, je suis stressée, pas stressée de pas avoir de clients, mais de pas réussir à tout faire. Ouais. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de mal à déléguer. Donc à ce moment-là, ben, il a fallu que je revoie encore une autre organisation, tu vois. Donc je travaille maintenant avec une retoucheuse qui me Ok. fait une partie de la retouche. Donc j'apprends à déléguer au fur et à mesure, mais bah, c'est comme ça, j'ai du mal à déléguer. Le fait que ce soit un métier passion, tu dirais que c'est encore pire? De toute façon, dans n'importe quel métier où t'aurais été, ça aurait été pareil. Ah du non. moment que t'aurais été à ton compte. Non, clairement, je pense que en effet, le métier passion, là, la photo, bah, tu sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en grande partie humain. Donc en fait, quand je fais une photo, c'est une partie de moi qui est dans la photo. Mm. Donc tu vois, cette partie-là, par exemple, de shooter, j'ai formé un photographe pour que cette personne, bah, qui est aussi ma retoucheuse, puisse prendre le relais. Bah, j'ai encore pas pris la décision de la faire shooter à ma place. Parce que je me dis, putain, mais quand je fais la photo, je la fais avec le cœur, en fait, tu vois. Ouais. Bah, de toute façon, ce sera pas toi. Ça sera, Si tu passes le cap, Ouais, c'est ouais. que là, ce sera pas toi qui fera la photo. Est-ce que tu penses que ça posera problème avec tes clients? Alors, j'ai posé la question. Tu vois, Ouais. j'ai posé la question Ok. à plusieurs de mes clients, et en fait, la plupart me disent, bah, si on est venu vers toi, que t'as plus de place, et que tu nous dis que t'as formé quelqu'un à ton style, eh ben, on n'ira pas voir ailleurs, on passera par Ok. cette personne. Ok. Voilà. Bah, parce qu'il vaut mieux, finalement, que ça s'en rapproche, même si c'est pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais oui. Mais moi, Mm. je m'étais dit aussi, ça peut poser Bah, problème. de toute façon, il faudra qu'ils aillent chercher quelqu'un d'autre. Exactement. Donc, c'est soit ils ont déjà Exactement. quelqu'un en tête, Ouais. et dans ce cas-là, bah, ils switcheront peut-être, Ouais. soit, bah, ils te font confiance, et Ouais. ils rencontrent la personne, au moins, ils lui laissent le bénéfice du doute, parce qu'avant de te connaître, Eh oui. voilà, pareil, ils te connaissaient oui. pas, donc, Donc, ok. donc oui, pour répondre à la question, je pense que clairement, quand c'est un métier passion, ça prend peut-être encore un petit peu plus de place que si c'était ta boîte, parce que quand c'est ta boîte, c'est déjà ton bébé, mais quand en plus de ça, c'est ta boîte, il y a... Enfin, remarque, attends. Ouais, mais Quand tu montes ta boîte, en fait, ouais, mais il peut y avoir aucune dimension passionnelle, hein.
Ah ouais? Ouais. Quand tu montes ta boîte, je sais pas si Je à un pense moment que tu donné, peux beaucoup aimer ce que tu fais. Moi, il n'y a pas de dimension passionnelle dans ce que je fais. Alors bon, je suis en auto-entreprise, mais je pense que ça change rien, tu vois. Ouais. J'aime bien ce que je fais, ça me permet d'articuler mon temps. Il n'y a pas de dimension de passion. Même, je dirais même du local au bocal, il n'y avait pas de dimension de passion. Ok. Non. Ah oui. Non, J'aimais bien ce que je faisais. Ouais. J'aimais bien ce que je faisais et on créait un univers quand même qui nous plaisait énormément. C'était trop bien, ouais. Ouais, qui nous plaisait beaucoup. De là à dire de passion, j'aurais pu y passer beaucoup de temps et on y passait énormément de temps. Ouais, non, mais c'était beaucoup, hein, comme beaucoup de gens qui ont leur boîte. Mais oui, je pense pas qu'on était sur un métier passion. Ah, ok. Alors, en effet, moi, vu que je baigne dedans, peut-être que je m'en rends même plus compte, tu vois. Un exemple concret, tu vois, il y a eu le week-end, là, du pont. Le jeudi, on était invités chez des potes et en fait, pote, en partant, elle dit bon week-end, parce que là, vous prenez le pont. Je dis non, moi, je travaille. Ouais. Enfin, voilà. Mais en fait, je travaille, mais je travaille pas vraiment. Je sais pas comment expliquer ça. Pour moi, je vais au taf, mais je suis contente d'y aller, en fait. Oui. Tu vois, j'adore ce que je fais. Il y a un truc, en effet, passionnel où finalement, je me rends peut-être pas compte que j'y mets trop par rapport, tu vois, j'en sais même rien, en limite je m'en fous, tu vois ce que je veux te dire, vu que c'est passionnel. Donc peut-être que ça a un impact peut-être dans ma vie personnelle, mais j'imagine quand même qu'à un moment donné, ce qui en découle est assez positif. Tu vois, parce que c'est... Parce que t'es bien. Parce que je suis bien, tu vois. Quel est le plus beau retour qu'on t'ait fait sur ton travail ? Un mot, un message ou une réaction ? À chaque fois, je pense que les plus beaux retours, c'est finalement pas tant sur la photographie, mais plus sur l'expérience, tu vois. De dire on s'est senti bien, on s'est senti accueilli. Bien accueilli, on a passé un super moment, on va se souvenir de ce moment-là, au-delà de la photo, parce que évidemment, quand tu viens pour une photo, tu viens pour marquer une période et puis pour transmettre aussi, parce que c'est la seule chose que tu peux transmettre, pour pas oublier aussi, tu vois. Ouais. Mais je pense que à chaque fois, les retours qui finalement me touchent, entre parenthèses, le plus, parce que tous les retours me touchent, mais c'est on a passé un super moment. Je discute beaucoup avec mes clients. Enfin, il y a beaucoup de mes clients qui se dévoilent énormément, qui me disent des trucs ultra perso. Moi, c'est ça que je vais aller chercher aussi, quoi. Donc, le plus beau retour comme ça, là, de but en blanc, je pourrais pas te le dire, mais mais en tout cas, En tout cas, c'est plus au-delà de la photo. Ouais. La relation humaine et le lien que je peux créer avec mes clients. Ouais. Voilà. Toi, tu dirais que finalement, la partie technique, on va dire que c'est un peu le starter pack, quoi, d'avoir la partie technique de la photo et de faire des belles photos, mais qu'après, les gens viennent chez toi pour toute cette dimension humaine, pour cette relation qu'ils ont avec toi. Ouais. Franchement, j'espère vraiment, en tout cas, que c'est ça qui fait la diff. T'as des familles qui reviennent, tu sais, des naissances. Ah ouais. J'ai plein de familles qui reviennent, première grossesse, deuxième grossesse, naissance, qui viennent avec les familles. Du coup, la famille, il y a eu un baptême, un mariage, un machin. Et c'est là où, à la limite, tu vois, les baptêmes et les mariages que je vais peut-être garder, c'est ceux que j'aurais déjà vus en séance. Tu vois, où là, il y a un lien. Pareil. Ouais, finalement, tu te retrouves à raconter l'histoire d'une famille, quoi. Ah ouais. Bah là, juste à côté de chez moi, un couple, j'ai fait leur mariage. Derrière, il y a eu grossesse, naissance. Et puis là, du coup, il y a eu le baptême de la petite, et où c'était un mariage aussi surprise, un deuxième mariage surprise à l'église. Et là, moi, ça me fait kiffer d'y aller. Je connais déjà toute la famille. Enfin, tu vois, il y a un truc de lien, vraiment ultra... Ouais. Les gens sont en confiance. Et donc, du coup, c'est fluide. C'est, voilà, la relation qu'il peut avoir avec mes clients. Ça, c'est essentiel. Et ça, c'est vrai. Hein. Moi, je peux témoigner que même sur le fait de mettre à l'aise, de se sentir... Mon mari, il est vraiment pas à l'aise. Et alors, il est vraiment pas partant. Chaque fois que je lui dis, on va faire une séance photo, il est là, oh non, pas encore. On en a déjà fait. Je lui dis, bah ouais, mais en fait... mon gars, à chaque fois je suis enceinte, à chaque fois toi, c'est pas la même histoire, tu vois. On a nos enfants qui grandissent, voilà. Puis même, tu vois, tes enfants, ils grandissent. Avec toi, tu drives quand même le truc, mais tu vois, je sais pas, il s'est senti à la fois porté, mais aussi relax. Ouais, relax. Un peu comme si c'était naturel, tu vois. Je sais pas, je pense quand même le fait de toi avoir dans ta tête ce que tu veux
Et puis de se dire, bah en fait, t'arrives bien à le faire passer aux gens, et du coup, ils ont l'impression que c'est un petit peu, c'est un peu naturel, quoi. C'est un peu eux qui ont décidé aussi de mettre leurs mains là. Et, voilà. Bah, clairement, j'ai beaucoup de clients qui arrivent et qui me disent ouais, quand j'ai vu vos photos, j'ai adoré parce que c'est ultra nature. Et donc, du coup, moi, je rigole un petit peu, tu vois, quand j'entends ça. Ouais, tu repenses à mettre ta main là, lève ton coude. Exactement. Ouais. Et quand je fais poser, du coup, les modèles, ils disent ah ouais, mais en fait, on s'imagine pas tout ça. Et je dis bah oui. C'est juste que je vais prendre la photo, en fait, à un moment où vous allez être ultra relax, etc. Mais il y aura tout le posing qui est travaillé. Bah oui. Parce que pour moi, c'est ça une jolie photo. Si je te dis, bah tiens, on va choisir cette robe là, et puis tu vas devant le fond là-bas, puis j'arrive. Bah oui, mais forcément, on sait pas comment se placer, on sait Mais non, pas. c'est un métier modèle. Et c'est vrai qu'en plus, tu vois, je repense à une des photos. Donc, alors, c'est la photo de traditionnelle de ma, voilà, c'est toi qui l'as faite. C'est sur cette séance-là où on avait notre fille qui avait à peu près 2 ans et demi. Et je me rappelle, donc moi, j'étais enceinte. Alors déjà, j'étais claquée parce que, en fait, je la portais beaucoup sur cette photo-là. Et en fait, le fait d'être posée n'enlève pas le naturel. Non. En fait, quand je regarde son visage et son sourire sur cette photo, quand elle me regarde, et ben c'est vraiment de ça que je me rappelle dans tous mes souvenirs. Tu vois, avec elle, il y a toujours ce truc de regarder sa maman, tu vois, comme si c'était Dieu, tu vois. Ouais. Et le fait que ce soit posé, ça enlève pas finalement le côté naturel et enfin le côté. En tout cas, il y a quelque chose qui est passé. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est figé et qui s'est fait naturellement 1000 fois quoi dans la vie. Ouais, oui. C'est pour ça que tu vois là récemment j'ai fait des vidéos où je dis tapez pas sur les styles des autres photographes, etc. parce que ça ne sert à rien, ça fera pas faire, c'est pas un faire, enfin ça va pas promouvoir votre travail. Ouais. C'est ridicule. Il y en a beaucoup qui disent oui, les photos authentiques, etc. c'est le lifestyle. Tu sais, le lifestyle, c'est tu vas à domicile et en clair tu laisses faire les gens. En fait, il y a quand même beaucoup de photographes lifestyle qui font poser les gens même chez eux. Parce que si tu laisses faire... Moi, perso, quand je m'affale sur mon canapé, ça sera pas comme sur une photo. Hein. Oui, non, mais c'est clair. C'est clair. Et c'est le même principe en studio. C'est exactement la même chose. Enfin, c'est peut-être un petit peu plus poussé en studio, mais encore une fois, ça n'enlève rien à la partie authentique. On peut faire passer quelque chose en faisant poser des gens. Exactement. Pour finir, si tu devais transmettre un message à d'autres femmes qui veulent vivre de leur passion, sans sacrifier leur famille, qu'est-ce que tu leur dirais ? D'organiser tout de suite les choses. De pas se laisser déborder et d'être très très cadré dès le départ. De bien travailler en fait, en tout cas leur stratégie d'entreprise, de manière à... Ça peut paraître un peu bâtard de dire travaille bien ta stratégie d'entreprise quand tu t'es pas encore lancé, mais ça va t'éviter justement de perdre 5-6 années où tu vas peut-être trop travailler et laisser ta vie personnelle de côté. Donc travaille là dès le départ, ta stratégie d'entreprise, mets des bons tarifs tout de suite. Parce que ça aussi, ne donne pas ton travail au départ, parce qu'en plus les gens ne comprennent plus après. Bah, de toute façon, à un moment donné, si tu veux augmenter tes tarifs, tu vas la perdre, la clientèle de départ. Mais c'est un peu le jeu, hein. C'est comme ça, c'est comme ça que ça marche. Mais de bien structurer dès le départ et de poser des limites dès le départ. De se dire... bah voilà, moi j'ai ma gamine à aller chercher à 16h30. 16h30, c'est terminé, quoi. D'être tout de suite structuré et cadré dès le départ. Voilà. Et d'être dans une logique d'entreprise. On entend beaucoup dans ton discours d'être dans une logique d'entreprise. La passion n'enlève pas le fait que on est quand même dans une dynamique où il faut pouvoir payer ses charges, manger à la fin du mois. Parce que nous... Moi, je sais parce que je vis avec un agriculteur et que je sais que le manque d'argent tue la passion. Ah bah c'est sûr. C'est un moment quand tu peux faire au début, on va dire, tu peux au début vivre de ta passion et être tout feu tout flamme, vivre d'amour et d'eau fraîche comme on dit, mais au bout d'un moment, ça tue ta passion, ça tue ton amour de la discipline, quoi. Moi, j'en vois trop des photographes débarquer sur le marché et alors t'en as d'autres qui vont dire ils cassent les prix, c'est pas bon, machin, bidule, ils cassent rien du tout. À un moment donné, tu peux pas comparer un photographe amateur avec un photographe qui est en place depuis 10 ans. Si à un moment donné, il hésite entre toi et la personne qui vient de commencer, faut peut-être te remettre en question. Non, mais clairement. C'est qu'il voit pas la plus-value. Bah, c'est qu'il voit pas la plus-value, enfin bon, bref. Mais parce qu'en fait, t'as le syndrome de l'imposteur, t'as plein de choses. Alors évidemment qu'au départ, tu peux peut-être pas te mettre au tarif de la personne qui a 10 ans, mais tu peux essayer d'adapter un tarif plus juste
Voilà, ou alors si vraiment tu mets des tarifs trop bas dès le départ, c'est que très clairement, ton boulot, c'est de la merde. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il vaut mieux... Moi, perso, si tu vois, ceux que je vais former, etc., il vaut mieux faire beaucoup de photos de tes potes au départ, t'entraîner gratuitement, que de faire payer un truc, parce que même si tu fais payer pas cher, mais que c'est nul... Oui, bon marché est toujours trop cher. Bah ouais. Et se former beaucoup au départ aussi. Et pas hésiter à investir pour se former énormément. T'as beaucoup de photographes pros. Une de mes formatrices, c'est Aurélie Périou à Paris. Pépite, cette femme. Tu vois, pour la naissance, je suis allée chez Déborah Cassiola. Paris aussi, bah, c'est des formations qui sont coûteuses, tu vois, tout ça. Mais en fait, il faut se faire former si tu veux faire à un moment donné du travail qualitatif. Tu pouvais y faire passer sur du budget formation ou tu passais... Absolument pas. Ça. T'as tout payé de ta poche? Attends, Aurélie Périou, si, il y avait une partie, peut-être Déborah Cassiola, mais enfin, il y a une partie, Aurélie Périou, je crois que c'était 2 jours à 3000 balles, un truc comme ça, enfin, c'est des grosses formations. Déborah Cassiola, c'était une journée à 800 €, et puis après, t'en as d'autres, t'as plein de formations où, en effet, si, j'ai fait passer une partie par l'OP Commerce. Ouais, le CPF, ça marche absolument pas parce qu'il y a rien qui est reconnu pour la photographie. Ok. Tu peux pas, Okay. voilà. Ouais. C'est un peu dommage d'ailleurs. Ouais, c'est un peu... Mais ouais, t'as l'OP Commerce, encore faut-il être à ton compte. Tu vois, si par exemple t'es encore employé, que t'es pas déclaré, bah tu pourras pas faire une formation chez par exemple Aurélie Périou, parce qu'il n'y a pas le CPF. D'accord, ok. Voilà. Ouais, donc après, faut être prêt à toi investir et puis commencer, faire, et puis bah après, si tu veux vraiment faire une activité professionnelle, voilà. C'est comme pour tout. Enfin, je veux dire, il va falloir que tu investisses dans ton matos, il va falloir que tu investisses... C'est vrai, bah oui, de toute façon, il y a un moment, oui. Tout s'apprend. La technique, tu peux pas faire sans. Après, de dire que tu peux rien faire sans avoir la technique, moi je pense que c'est aussi beaucoup une raison de ne pas faire. Ouais. Quand tu attends toujours que tout soit parfait tout, tu pourras toujours te trouver toutes les raisons de ne pas faire. Ouais. Voilà. Mais par contre, à un moment, il faut passer le cap, quoi. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, t'as dit le fait de pas avoir d'argent, ça vient bouffer ta passion. Et bah, en photographie, le fait de pas avoir de technique, ça va te freiner quand même sur beaucoup de choses. Par exemple, c'est quand même bien d'avoir une bonne technique en photo, quand même, tu vois. Parce que si t'as une idée dans ta tête, il faut quand même que tu puisses savoir comment tu vas la matérialiser. Bah oui. Et en fait, c'est technique, la photographie, tu vois. Et encore, moi, il y a des ayatollahs de la technique comme Nat Sakura, etc., Studio B612. Enfin, elle, c'est une ayatollah de la technique, elle vient mesurer la lumière, etc. Enfin, c'est ultra poussé. Ouais, mais je pense que tu peux... Oui, tu peux faire des choses, mais au bout d'un moment, effectivement, tu seras... Quand tu veux passer un cap, tu seras limité. Ouais. Il faut te lancer, je pense. Dans tous les projets, il faut se lancer au bout d'un moment. Quand tu as envie de faire quelque chose, fais-le, tu vois. Tu veux faire un podcast, achète un micro, lance ton podcast, teste. Et puis après, oui, tu pourras pas faire l'économie à un moment d'essayer de passer un cap, ou la photo, c'est pareil. Mais dans tout, hein, tu veux faire des films, bah voilà, il va te falloir 2-3 potes qui acceptent de tourner dans tes films, une petite caméra, et voilà. En fait, il faut simplement le voir comme un investissement. Tu vois, souvent, quand mes clients, ils arrivent, ils vont dans le studio et disent, ah là, tout le matos, ou là, dans le dressing, etc. Moi, je le vois comme c'est un investissement pour mon entreprise. Voilà. Et c'est un investissement aussi pour mon entreprise. C'est un investissement aussi pour ma créativité, parce que moi, je me fais vite chier si j'avais 3 robes. Ça te permet aussi peut-être de faire aussi d'autres styles, d'autres... C'est-à-dire que oui, quand on vient te chercher pour faire un style un peu photo de famille ancien, il faut que tu aies des robes anciennes quand on veut... Clair. Je pense qu'on a fait le tour et plus encore. Et merci Marie d'être venue nous raconter ton parcours. Tu nous as vraiment parlé avec sincérité de tout, et franchement, merci beaucoup. C'était précieux de t'écouter et inspirant de voir comment tu te construis jour après jour et puis comment tu as emmené ce studio là où il est aujourd'hui. Pour celles et ceux qui veulent découvrir ton travail, donc tu es installé près de Lyon, donc M-Art Photographie à Chavanoz, et on peut te suivre sur Instagram, sur Facebook, m.art.photographie-8, c'est ça? Ouais, il me semble. Je sais. Moi, je te suis sur Instagram.
Voilà, je te remercie Merci encore à pour ta toi. présence et à très bientôt. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram traditionnel-8 podcast et je vous donne déjà rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt sur Traditionnel.